Bonsoir, le journal de ce mercredi 24 mai vous est présenté par Mathias Hubert. Au sommaire de cette édition, pour commencer, le Front National lance sa campagne pour les législatives en Sarthe. Le parti a présenté ses 5 candidats, un pour chaque circonscription. Le FN compte bien surfer sur les bons résultats de la présidentielle dans le département. Des élèves du lycée André Malraux à Allonne s'essayent au journalisme. Ils ont créé leur propre journal, nous les avons rencontrés. Et puis la SPA d'Ivry-l'Évêque ouvrait ses portes ce week-end, une opération qui a comme toujours rencontré un grand succès. Et puis découverte d'une exposition photographique à ciel ouvert des musiciens classiques dans des mises en scène insolites. C'est à découvrir sur les grilles de l'hôtel du département. Mon invité ce soir, c'est Sonia Hertz, présidente de l'association Advarme 72, l'association de défense des victimes de l'amiante de l'usine Renault du Mans. Vous nous parlerez des moyens mis en place en Sarthe pour se débarrasser de nos déchets amiantés. Oui, c'est ça. On ouvre ce journal avec une information judiciaire. La cour d'assises du Mans a condamné ce mercredi un homme à 30 ans de prison pour le meurtre de sa femme. L'homme de 54 ans a été jugé depuis lundi pour le meurtre de son épouse en octobre 2014. D'origine arménienne, le couple demandeur d'asile et ses 2 enfants étaient arrivés au Mans depuis seulement quelques mois au moment des faits. Le mari, marqué par cet exil, n'a pas supporté cette situation. Il a fini par tuer son épouse de 5 coups d'haltère au niveau de la tête et de 7 coups de couteau dans le dos. Il écope donc d'une peine de 30 ans de réclusion criminelle. Nous vous le disions en titre, le Front National lance sa campagne pour les législatives. Et malgré les bons scores du Front National aux dernières élections présidentielles, les choses ne sont pas gagnées d'avance, car les candidatures concurrentes au Front National se multiplient en Sarthe. Les explications de Michael Texier et Audrey Isiquel. La campagne des 5 candidats du Front National en Sarthe prolonge celle des présidentielles. Ils s'inscrivent dans une opposition systématique au nouveau président et au bilan des partis traditionnels. C'est-à-dire la désindustrialisation, le primat accordé à l'Europe contre la France et contre les Français, l'immigrationnisme et les maux qui en découlent, à savoir la fiscalité et une forme d'insécurité croissante dans certaines zones du territoire. Donc nous pensons, nous, que nous sommes une voie différente. Le FN espère peser sur l'ensemble de la Sarthe et se plaît à espérer que tous ces candidats seront présents au second tour. Au vu des derniers résultats de Marine Le Pen, c'est mathématiquement envisageable. Il va y avoir vraisemblablement des triangulaires dans toutes les circonscriptions et que dans le cadre d'une triangulaire, il suffit d'être le numéro 1 en nombre de voix. Ça dépend des électrices et des électeurs de la Sarthe pour que des députés du Front National soient élus dans ce département, dont je rappelle qu'il est celui qui fait les plus forts scores de tout le Grand Ouest pour ce qui est du Front National. Un bémol, toutefois, avec le risque de dispersion des voix, le Front National n'est pas le seul représentant de l'extrême droite dans le département. Lors de ces élections, il devra faire face à des candidats de Debout la France, mais aussi d'anciens du Front National, rassemblés sous la bannière du Parti de France ou associés à lui. C'est le cas de Louis Noguès, ancien conseiller municipal du Mans. C'est le cas aussi de Marie Derbet ou de Jean-Claude Barlemont. Un mot de football, Richard Désiré, l'entraîneur du Mans FC, est prolongé pour une année supplémentaire. Alors que le club manceau a été promu en National 2, l'entraîneur a donc signé pour une nouvelle année, une 3e année consécutive avec le club. Alors qu'il était courtisé par plusieurs autres structures, Richard Désiré reste donc à la tête de l'équipe jusqu'au 30 juin 2019. Un lycée sartois initie ses élèves au journalisme. Oui, les élèves du lycée André Malraux à Allonne ont créé leur propre journal, une première expérience éditoriale enrichissante et ludique pour ses potentiels futurs journalistes. Antoine Besson. Le lycée Malraux d'Allonne prend des allures de rédaction de journal. Si ça ne se voit pas de l'extérieur, il faut se rendre au cœur de l'établissement pour s'en apercevoir. Ces 32 élèves de seconde ont chacun créé leur propre journal sur un thème bien précis, l'alimentation. C'est venu du constat qu'ils ont du mal à écrire et donc c'était pour les faire écrire qu'on a décidé de faire ce journal. On a travaillé la forme d'un journal, comment on écrit un journal, de quelle façon ça se présente. Ça a été lent à démarrer, mais puis au final ils se sont pris vraiment au jeu et ça donne quelque chose de très sympathique. Travailler dans 5 matières différentes en cours d'économie, d'histoire, de mathématiques, de français ou encore de PS. La création de cette gazette n'a pas été de tout repos. Il fallait quand même travailler. C'était intéressant, une expérience comme ça, de nous montrer qu'un journaliste, c'était pas rien. Il fallait d'abord recueillir les informations,
mettre, corriger et puis après le mettre en page pour son journal. Les apprentis journalistes ont pu laisser libre cours à leur imagination, leur créativité. Beaucoup d'entre eux ont apprécié créer la une de leur revue, mais pas seulement. Ce qui m'a plu, c'est le travail de recherche, puisqu'on devait trouver des informations par nous-mêmes, sans l'aide des professeurs, sans rien. Et au final, ça a bien marché. Donc on est assez fiers de nous, quoi. Tous les élèves sont ravis, preuve qu'il y a différentes façons d'enseigner et d'apprendre avec plaisir. La SPA d'Ivry-l'Évêque ouvrait ses portes ce week-end au public. Un moment toujours important pour l'association. Et lors de cette journée, quelques animaux ont trouvé leur nouvelle famille. Mais l'enjeu est surtout de sensibiliser les visiteurs. L'adoption, oui, mais responsable. Michael Texier. Cela fait 1 mois qu'ils ont repéré Jeannot. Le temps d'être sûr, le temps de s'apprivoiser, le temps que tout soit prêt pour l'accueillir. Mais dimanche, ils ont validé l'adoption de leur chat. On avait vu un chat qui était le 15 avril, comme madame, et on était venu le voir et il était très très fuyant. Et du coup, c'est dans la même cage qu'on a rencontré Jeannot juste ici, très très mignon, et du coup, c'était le coup de cœur. Ça fait un petit mois qu'on vient pour s'assurer que c'était pas juste un coup de bol, et en effet, donc non, ça a été le coup dur pour les deux, visiblement, parce qu'il monte carrément dans les bras, et depuis, on a fait la réservation aujourd'hui, et on le récupère dans 2 semaines. Il escalade justement, il nous escaladait pour avoir des petits câlins, donc voilà. Un comportement exemplaire de l'adoption responsable que défend la SPA. Un animal n'est pas un produit et les 130 chiens et chats qui vivent ici ont beau avoir eu des parcours fracassés, des vies cabossées, l'adoptant potentiel doit être en mesure d'offrir ce qu'il faut à son futur animal. On fait le point, ça paraît tout bête, mais sur la hauteur de clôture, c'est tout bête. Mais un grand chien, un grand labrador, une clôture d'1 mètre, il la saute de l'arrêt, par exemple. Donc là, nous, on aura tendance soit à leur conseiller les premières sorties, toujours en accompagnant l'animal, ou soit en refusant l'adoption de ce chien-là, mais en redirigeant les gens sur un autre chien, peut-être moins dynamique, plus âgé ou moins fugueur. Voilà, mais on est obligé, nous, d'être très très vigilants sur chaque détail pour que l'adoption soit réussie vraiment au maximum et que les gens soient pleinement satisfaits de leur adoption. Autre message porté par la SPA, la stérilisation. Le printemps est la période où l'association est submergée par les chatons issus de portées non désirées par les maîtres. On accueille maintenant Sonia Hertz, elle est l'invitée de l'info, présidente de l'Advarm 72. Oui, l'association de défense des victimes de l'amiante. Alors, est-ce que vous pourriez nous rappeler tout d'abord, tout simplement, ce que c'est que l'amiante ? L'amiante, c'est une fibre qui a été extraite, qui est une fibre naturelle, qui a été extraite dans des mines, et les gens travaillaient cette fibre sans en prendre vraiment, sans prendre conscience que c'était dangereux. Or déjà, Pline l'Ancien avait remarqué que les esclaves qui tissaient cette fibre étaient malades des poumons, bizarrement. C'est pas d'aujourd'hui. Mais les décrets qui ont interdit l'utilisation de l'amiante et qui ont interdit son commerce en France datent de 1997. Alors qu'on connaissait déjà ses difficultés et sa dangerosité depuis au moins un siècle. Donc, ça veut dire que si on occupe une maison dont la construction remonte à avant 97, on est susceptible d'avoir de l'amiante à l'intérieur. Il est possible qu'il y ait de l'amiante. Alors, faut pas non plus paniquer. Généralement, elle n'est pas comme ça dans l'air. Il faut que les fibres soient détachées, qu'elles soient usées, que le produit qu'il contient soit usé. Vous pouvez en trouver dans les faux plafonds. Vous pouvez en trouver dans les dalles de sol, ce qu'on appelait dans le temps les dalles amies. Vous pouvez en trouver sur les... C'est là qu'on en voit le plus en général. C'est sur les toitures. Les toitures amiantes des garages, alors là, tout ce qui a été fait avant 97 en contient. Puis les canalisations. Les canalisations ont été faites avec ce produit mélangé à du ciment. Et puis aussi le calorifugage. Vous savez, ces bandes blanches qu'on mettait autour des tuyaux, ce que vous avez plus d'ailleurs. Maintenant, c'est un autre produit. Ces tuyaux qui étaient enveloppés. Et alors, quand ça s'use, c'est là que ça devient dangereux. C'est que ça s'use et que ça s'effrite et qu'à partir de là, ça commence à rentrer dans l'air. Et on en trouve un petit peu partout finalement dans ces vieilles maisons. Faut savoir qu'il y a quand même des contrôles qui sont effectués aujourd'hui dès qu'il y a une vente d'un bien immobilier, des contrôles sont obligatoires. Tout à fait, les contrôles sont obligatoires. Alors il y a plusieurs types de contrôles. Quand vous vendez votre maison, je vais parler des particuliers, quand vous vendez votre maison, vous êtes obligé de faire un dossier technique amiante et ce qu'on appelle le diagnostic avant la vente, c'est-à-dire le DAV. Alors vous avez quelqu'un qui va venir chez vous et qui va regarder.
En général, c'est simplement de visu, parce que c'est des gens qui sont très habitués. Il est très rare qu'ils fassent un prélèvement, mais ça peut arriver. Et à partir de là, il va dire voilà, vous avez de l'amiante ici, vous avez de l'amiante ici, vous avez de l'amiante ici. C'est pas une obligation pour le vendeur de le faire enlever, absolument pas. Mais l'acheteur doit être au courant qu'il y a de l'amiante dans sa maison. Alors imaginons que j'ai un bien immobilier ici au Mans, une maison, je me rends compte qu'il y a de l'amiante à l'intérieur. Comment je fais pour m'en débarrasser ici en Sarthe? Alors, si jamais elle n'est pas usée, faut pas y toucher. C'est la meilleure des choses. Si ce n'est pas usé, vous y touchez pas. Si vous avez, par exemple, dans votre jardin des plaques qui se promènent, eh bien, à ce moment-là, vous pouvez essayer de retirer vous-même les plaques, mais il faut prendre des précautions importantes et il faut se protéger. Se protéger avec un masque particulier, on appelle une cartouche P3, se protéger avec des lunettes, se protéger avec des gants, des bottes et une combinaison complète. Et ensuite, il faut se débarrasser de cette amiante. Et alors, pour s'en débarrasser, il faut qu'il y ait une déchetterie. C'est là que le bas blesse. C'est là que le bas blesse actuellement, c'est que la déchetterie du Mans a fermé ses portes à l'amiante, ce qui n'était pas une mauvaise chose puisque c'était fait dans de très très mauvaises conditions. Mais elle travaille actuellement pour essayer de trouver un site, d'ailleurs à notre demande, de trouver un site plus proche en zone sud, puisque là les gens sont relégués à Champagné, il faut qu'ils payent. Et nous avons très peur. Et en plus, il y a quelqu'un qui m'a signalé un dépôt l'autre jour d'amiante sauvage. Oui, c'est ce que vous craignez, c'est des dépôts sauvages, parce qu'aujourd'hui on a un nouveau site pour déposer ces déchets, mais c'est un site payant. C'est un site payant, voilà. Et les dépôts sauvages, c'est quand même, non seulement c'est dangereux pour vous, parce que vous les emmenez dans des conditions qui ne sont absolument pas normales, et vous risquez d'attraper des choses. Il faut savoir que la législation dit qu'il ne faut pas plus de 5 fibres par litre d'air. Or, quand vous déplacez de l'amiante, que vous le cassez, etc., c'est plus de 5000 fibres qui sortent dans l'atmosphère, et il suffit d'une fibre pour tomber malade. Donc il faut vraiment faire attention. Et nous, ce qu'on préconise, lorsque vraiment vous voulez le faire enlever, et que c'est assez important, comme un toit ou une chose comme ça, c'est de prendre des entreprises certifiées. C'est encore la meilleure des choses. Voir ça avec des professionnels. Le temps presse, malheureusement. Je précise néanmoins que vous œuvrez avec votre association auprès des élus pour obtenir notamment la gratuité de l'élimination de l'amiante pour les particuliers. Ce sont des combats que vous menez avec votre association. On peut vous contacter à ladvarm-72@orange.fr pour vous poser des questions ou prendre des renseignements. Merci beaucoup Sonia Hertz d'être venue nous voir. Je vous présente le petit triptyque qu'on a sorti. Très rapidement parce qu'on est très en retard. Voilà. Messieurs. Merci beaucoup. Vous pouvez rester avec nous. Merci. Il avait surpris les visiteurs lors de sa dernière exposition en Sarthe l'année dernière. Le photographe Nikolai Lund revient au Mans. Vous vous souvenez peut-être de ces images représentant des musiciens classiques dans des positions et des scènes insolites. Le photographe danois récidive cette année. Ses œuvres sont à découvrir à l'intérieur de l'hôtel du département, mais pas seulement. Elles sont aussi en extérieur. Michael Texier, Audrey Isical. À y regarder de plus près, ces musiciens n'ont rien de commun. Les photos surprenantes de Nikolai Lund s'exposent sur les grilles de l'hôtel du département. Une galerie à ciel ouvert qui convient bien aux photographes danois. Je pense que c'est une très bonne idée, car si vous installez une exposition dans un musée, peu de personnes peuvent la voir. Alors que là, tout le monde peut en profiter. Je pense que cette opportunité est géniale. Dans un style décalé et expressif, Nikolai Lund porte un regard neuf sur la musique classique, son autre grande passion. Une manière de dépoussiérer un art souvent jugé désuet et d'inviter le plus grand nombre à ouvrir ses yeux, puis ses oreilles. J'ai vu dans une étude que 95% des gens ne sont jamais allés dans un concert de musique classique. La plupart d'entre eux pensent que la musique classique est quelque chose de rigide et d'ennuyeux. Ils n'imaginent sans doute même pas qu'ils pourraient l'aimer. Moi, je crois vraiment que si vous essayez, bien sûr, c'est subjectif, mais tout le monde pourrait l'apprécier. Vraiment, même si évidemment, ça reste différent d'une personne à l'autre. L'exposition Everybody Loves Classical Music, visible aussi à l'intérieur de l'hôtel du département, se poursuit jusqu'au 28 mai. Et c'est ainsi que se termine le journal. Dans un instant, la météo avec Maxime Olbert. Ça a l'air plutôt de bien se passer. Et puis, après, c'est face à la rédaction, évidemment, avec Roger Leget, président du Mouvement pour un cyclisme durable.